Bonjour et bienvenue à la 6e émission de Max et Bruno. Max, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Avant qu'on commence, je veux tout de suite vous rappeler que cette émission-là, oui, est en direct sur RDS, mais aussi en version balado, disponible sur toutes les plateformes, en reprise sur le site sur rds.ca. Et on vous invite, le but, là, c'est d'interagir avec vous autres, on vous invite d'envoyer vos questions. On aime ça pouvoir y répondre, pouvoir débattre là-dessus, s'obstiner un peu, toutes les excuses qu'on peut pour s'obstiner. On adore ça. Bruno? Oui. Sujet de l'heure. Oh! Ryan Poehling qui se fait rappeler par le Canadien de Montréal. Je veux savoir ce que tu en penses. Tu travailles, tu fais les matchs du Rocket, tu couvres le Rocket. Je veux savoir ton opinion sur le rappel de Ryan Poehling. Bien, et là, la différence, OK? Il faut connaître la différence entre le rappel du joueur le plus méritant, du meilleur joueur de l'équipe dans la Ligue américaine qui va venir aider immédiatement ton équipe dans la Ligue nationale, et le rappel de ton espoir classé numéro 1 pour le continuer à faire son développement. Et dans quelques organisations, dans quelques situations, c'est le même joueur. Dans la situation du Canadien, ce n'est pas le même joueur. Le joueur le plus méritant, le joueur qui peut venir tout de suite dans ton alignement et avoir un impact, présentement, c'est Alex Belzile. Il joue encore du hockey exceptionnel à Laval. Son éthique de travail, son intensité fait que tu peux le mettre partout à travers l'alignement. C'est un joueur qui comprend très bien la game. Fait que c'est facile de le placer premier trio, deuxième trio, quatrième trio, peu importe sur l'alignement. Ryan Poehling, c'est ton meilleur espoir dans la Ligue américaine. C'est ton choix de première ronde qui a connu un excellent camp d'entraînement, qui se blesse, que tu décides de prendre ton temps avec lui, qui est une excellente chose. Et là, il est dans les mineurs, un début de saison moyen, ça s'était replacé pour lui. Il n'était pas encore à l'étape de dominer dans la Ligue américaine. Il jouait bien, mais c'était pas le meilleur joueur du Rocket. Sauf que là, tu penses à son développement, tu penses au fait que bien, je vais venir le placer, je vais bien l'encadrer, on joue à la maison, je peux le protéger, je peux l'utiliser d'une meilleure façon, c'est un peu plus facile. Fait que c'est là que tu peux venir placer ce joueur-là et continuer son développement. Mais c'est deux choses différentes pour le Canadien. Je sais que tu as vécu ça à plusieurs reprises. Tu l'as vu ailleurs. Des fois, c'est surprenant un peu le joueur qui est rappelé. Là. Donc, toi, tu es directeur général du Canadien de Montréal. Quelle décision tu aurais prise cette semaine avec Kotkaniemi blessé? Bien, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais. C'est mon opinion personnelle. Mais moi, avec la façon qu'Alex Belzile depuis le début de la saison et le fait que j'ai pas besoin de précipiter les choses avec Ryan Poehling, je veux lui laisser le temps de dominer dans la Ligue américaine parce qu'il joue à toutes les sauces présentement. Des avantages numériques, fin de partie, peu importe. Puis tu vois qu'il est en train de prendre son aisance. Son jeu s'améliorait de match en match. J'ai pas besoin de forcer les choses. Je le laisse là. Et surtout que c'est un joueur de centre. Je peux laisser Nick Suzuki au centre, parce que Nick Suzuki a très bien fait contre les Stars de Dallas au centre. Et ça me permet d'amener un Belzile qui a une intensité que je sais que je peux placer sur le 4e trio, le 3e trio, qui va avec le feu dans les yeux. Et ça, pour mon organisation, moi, c'est ça que j'aurais fait. Moi, c'est ma vision, ma philosophie. J'amène Belzile sur son début de suite. Tu dis pas ça parce qu'on va l'avoir en entrevue tantôt. Du tout. Non, okay, j'espère. Cette émission est une présentation des Alouettes de Montréal, qui vous rappelle que les billets pour le match éliminatoire 2019 sont présentement en vente. Alors, on est de retour pour notre entrevue cette semaine avec un gars que j'admire, Alex Belzile, joueur du Rocket de Laval, membre de l'organisation des Canadiens de Montréal. Comment ça va, Alex? Ça va super bien, vous, les boys? Super. Très bien, très bien. Super. Alors, on va parler un peu de ton commencer avec le parcours, ton parcours de comment tu te fais pour te rendre jusqu'à où ce que tu es présentement. Tu viens de Saint-Éloi? Oui, un petit village dans le Bas-Saint-Laurent. On est à peu près 320 personnes. C'est assez petit, mais je pense qu'il y a du très bon monde là-bas. Est-ce qu'il y a une aréna à Saint-Éloi? Non, il y a seulement une patinoire extérieure. Patinoire extérieure. Sur le terrain de baseball. Sur le terrain. Ton hockey mineur, tu l'as fait à l'extérieur? Oui, bien, dans le fond, à Trois-Pistoles, c'est environ à 10-15 minutes de route. Là. Dans le fond, Trois-Pistoles, c'est une petite ville, à peu près 4000 personnes. Puis tous les villages aux alentours, on allait jouer là. Dans le fond, c'était sur notre territoire, puis on était sur le territoire de Trois-Pistoles. À quel âge tu as quitté le foyer familial pour continuer au niveau hockey? Dans le fond, j'ai quitté à 17 ans, mais c'était pour aller au cégep. Là. Okay. Je jouais à midget 2A à Rivière-du-Loup, donc je pense que, dans le fond, là, j'étais en appartement, puis je commençais à voler mes propres ailes, comme on peut dire. Là. Fait que de midget 2A, tu as été repêché dans le junior majeur en 11e ronde, si je ne me trompe exactement. pas, à Rimouski. Oui.
Puis ces années-là, peux-tu nous en parler un petit peu? Comment ça a été ton expérience avec l'Océanique? Ah, c'est sûr que c'était une très belle expérience. Là. Moi, je viens de Saint-Éloi, puis quand j'étais plus jeune, moi, l'Océanique, c'était l'équipe de toute une région. Donc, j'étais dans les estrades quand Crosby jouait là, après ça, quand ils ont eu la Coupe Memorial. Donc, j'ai toujours été un très grand fan de hockey dans la vie en général, mais en plus, j'avais la chance de voir une équipe junior proche de chez nous. Donc, je pense que c'était un petit rêve de jeunesse là, pour, dans le fond, si je jouais junior major, d'aller jouer avec Rimouski. Puis non, je pense que c'était le fun. Mes amis, ma famille étaient là à tous les matchs. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Là. Fierté de pouvoir représenter la région encore et dans ton coin. Mais après ça, tu es parti, tu as joué de 2012 à 2017, tu étais en grande partie dans la Ligue de la Côte-Est. Tu t'es promené un petit peu en Gwinnett, l'Alaska, etc. Tu as gagné 2 coupes Kelly. C'est quoi tes gros souvenirs de cette période-là là, dans la Ligue de la Côte-Est? Pas mal d'affaires, beaucoup de fun, je te dirais. Je pense que la Ligue de la Côte-Est, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ça, mais c'est une ligue qui est sous-estimée. On n'entend pas beaucoup parler, mais de plus en plus, je pense qu'on essaie dans le fond, la Ligue essaie d'avoir assez d'équipes pour que ça soit une filiale de la Ligue américaine pour pouvoir permettre du bon développement. Des fois, tu as des joueurs en bas âge que tu n'as pas nécessairement de place dans la Ligue américaine pour eux autres, par exemple, pour avoir un rôle offensif, puis tant qu'à le mettre sur une 4e ligne ou à jouer peu, pour qu'il garde sa confiance, on va le rétrograder dans la East Coast, puis là, il va avoir beaucoup de temps de glace, puis il va jouer beaucoup de minutes, il va garder sa confiance, donc il va être prêt à revenir dans le fond dans la Ligue américaine puis rempli de confiance. Je pense que c'est une ligue qui est sous-estimée, comme j'ai dit, mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'ai joué presque 200 parties là, donc je pense que c'est une belle expérience. Le voyagement ressemble à quoi? Parce que là, tu as une équipe en Alaska, tu t'es promené un peu là-dedans. Ça ressemble à quoi, le voyagement pour les matchs? Dans le fond, c'est pareil comme la Ligue américaine. L'Est joue contre l'Est, l'Ouest joue contre l'Ouest. Puis quand j'étais en Alaska, on était en avion toujours. Donc, on partait d'Alaska, on volait à Seattle. C'était un vol de 3 heures, 3 heures et demie. Après ça, on allait à destination. Là. Après ça, on revenait, même chose à Seattle, et après ça, on revenait en Alaska. Parce que dans le temps, j'ai des chums qui jouaient là, on retourne 10, 15 ans en arrière, Bob Sennett jouait là. Et la Ligue de la Côte-Est, c'était une ligue justement où les joueurs allaient passer du temps. C'était appelé le cimetière du hockey. C'était plus les vétérans, les plus vieux à la fin d'une carrière. Beaucoup ouais. Mais là, je me dirais, combien tu penses de gars qui ont joué après ça dans la Ligue nationale? J'aimerais savoir la statistique. Maintenant, ça développe plus, comme tu le mentionnes, ce qui est très, très bon. Mais c'est quoi le pourcentage des gars qui ont joué à East Coast qui ont réussi à jouer un match de Ligue nationale? À l'époque, ça ne devait pas être beaucoup, mais j'imagine qu'aujourd'hui... Peut-être de plus en plus, mais je pense que sur les médias sociaux, si tu suis PHPU ou quelque chose du genre, il est compte. Okay. Puis à toutes les fois qu'il y en a un qui joue dans East Coast, ils le disent, puis tout. Donc, moi, indirectement, je suis ça un petit peu, parce que c'est souvent des joueurs... Il y en a plus qu'on pense, même que... peut-être j'ai pas de nom qui vient en tête, là, mais il y en a qui... une ou 2 games, ou 5 games, ou 10 games. Mais Alex Burrows, je pense. Alex Burrows, oui, c'est le meilleur exemple. Exactement. Oui. Maintenant que ça fait partie de l'organigramme, dans les organisations, que tu as une affiliation avec ces équipes-là, c'est plus facile de garder tes espoirs aussi et de pouvoir les développer. Mais après ça, tu as continué, tu as joué un petit peu dans la Ligue américaine, tu as eu la première saison complète à San Antonio, tu faisais partie de l'organisation de l'Avalanche du Colorado. Tu as eu ton premier vrai camp professionnel avec l'Avalanche du Colorado. Parle-moi donc un peu de ce camp-là. Oui, je pense que ça a été une très belle expérience. Puis, dans le fond, le printemps d'avant, j'avais gagné ma 2e Coupe Kelly avec les Eagles du Colorado. Donc, suite à ça, j'avais eu l'invitation au vrai camp à la Ligue nationale. Donc, je pense que c'était vraiment là, une belle expérience. Souvent, c'était la première fois, même si j'avais 24 ou 25 ans, que je patinais avec des joueurs de la Ligue nationale. Mais, après quelques jours, après une semaine et demie, tu te rends compte que, finalement, je suis quand même pas si pire. Puis, je suis capable de suivre avec ces gens-là que tu vois depuis quand tu es jeune à la TV. Je pense que la barrière, il faut que tu la brises à maintenir. Puis je pense que c'est ça le plus dur pour les jeunes. Un coup que tu te rends compte que tu es capable de jouer avec les joueurs nationaux, je pense que là, ça commence à débloquer. Là. Ça a changé ta perception à ce moment-là? Tu vis ton premier camp professionnel. Est-ce qu'après ça, tes objectifs ont changé suivant ce camp-là? Mes objectifs, pas nécessairement, mais c'est plus de me faire confiance puis finalement de me dire que j'étais capable de jouer avec ces gars-là. Puis peut-être que la marche est moins haute que ce que je pensais à l'époque quand j'étais dans East Coast. Quand j'étais dans East Coast, je voyais national très, très loin, mais j'ai jamais voulu sauter des étapes. Là. Moi, je me disais, étape par étape. Mon but quand j'étais dans East Coast, c'était de me faire rappeler. Un coup, je t'ai rappelé, c'était resté à le line-up. Un coup que je resté à le line-up, là, je me dis, OK, là, il faut que je fasse ces 2 premiers trios. Puis après ça, d'être dominant. C'est juste des petites affaires de même. Au lieu d'essayer de voir très loin, j'avais juste des petits buts minimes. Mais un coup que, étape par étape, un autre pas dans la bonne direction. Puis je pense que c'est une bonne façon de penser. C'est quand tu réalises des fois que tu patines avec un gars de Ligue nationale, puis où tu vois un camp national, tu dis, OK, ils sont pas tant meilleurs que moi. Et je suis pas si loin que ça.
Et c'est ça un petit peu peut-être qui s'est passé la saison dernière en arrivant avec le Rocket de Laval. Explique-nous tes succès, ton émergence vers le succès de l'an passé où tu as été au match des étoiles. On dirait que tout au long de la saison, tu as été le meilleur pointeur du Rocket de Laval. C'est où la progression? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je pense... Pour les premières affaires, en arrivant, j'ai eu une vraie chance. Je pense que le coaching staff, ils m'ont fait confiance au début de l'année, au début du camp, ils m'ont mis en confiance. Donc, ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait dans la Ligue américaine. D'habitude, même à ma dernière saison complète à San Antonio, quand j'arrivais au début, je pense les 10 premiers matchs, j'en ai joué 3, là, même si j'avais resté là toute l'année. Donc, juste arriver puis de me mettre en confiance en partant, ça a été une grosse différence. Puis tout au long de l'année, j'ai continué à me développer, j'ai continué à m'améliorer. Je pense que Joël puis le coaching staff, ils enseignent encore très, très bien. Donc, même juste à 28 ans, j'en apprends encore à toutes les années. Je deviens un meilleur joueur de hockey. Fait que je pense que c'est très positif. Tu as signé ton premier contrat à 2 volets, Ligue nationale, Ligue américaine, cet été. Et là, tu te présentes encore une fois au camp du Canadien, un camp de la Ligue nationale. Est-ce que ton approche était différente lors du dernier camp? Oui, honnêtement, vraiment différent. Tout l'été, dans le fond, moi, ça fait longtemps que je me vois ou j'anticipe que un jour, j'aurai un contrat à 2 volets, Ligue nationale, Ligue américaine. Puis, mais que je l'aille, il faut que j'arrive prêt parce que ça va sûrement être dans un âge plus avancé. Puis, j'aurai pas 3 ou 4 ou 5 chances. Donc, je pense que le mindset, là, tout au long de mon été, j'étais très, très motivé. Puis, je savais que moi, j'étais capable de jouer avec ces gars-là. Puis, en plus de ça, j'étais arrivé, je pense, mes premières pratiques en entraînement, ça avait super bien été. Donc, déjà là, en partant, ma confiance était comme dans le tapis. Fait que je pense que c'était très positif. Alex, dans ce bloc-là, on va s'en aller un petit peu plus vers le mode de vie, en connaître un petit peu sur tes secrets, devenir une machine de hockey comme tu es. J'aimerais que tu me parles un peu à quoi ressemble ton entraînement estival. Mon entraînement estival, là, dans le fond, là, depuis 2 étés, je m'entraîne à Québec avec le groupe Jean-Philippe Riopel. C'est au PEPS à Laval. Donc, on est un groupe de joueurs de hockey. On a à peu près 7-8. Il y a d'autres, Thomas Chabot, David Savard, et j'en passe plusieurs. Donc, on est un groupe à tous les jours. Là. On s'entraîne à peu près 5 fois semaine. On va sur la glace aussi. Puis, on a toute la même routine. Donc, je pense que c'est très intéressant d'avoir d'autres mondes qui poussent tout beaucoup pour avoir le but commun de fort pendant l'été pour arriver pendant l'hiver puis être prêt. Là. Pourquoi tu as choisi Québec? Qu'est-ce qui t'a arrêté de transférer là, le 2 ans? Oui, en vrai, dans le fond, je restais à Longueuil ou Montréal. Là, mon frère, il a joué à McGill puis il reste là encore. Donc, c'était pour un petit peu être avec ou pour me promener un petit peu. Mais là, on vieillit un petit peu. Puis, là, je suis avec ma copine encore. Ça fait longtemps. Donc, là, on est les 2 natifs du Bas-Saint-Laurent. Donc, on va essayer dans le fond, on s'est rapproché un petit peu d'avoir un point central. Donc, à Québec, c'est 2 heures d'un bord par chez nous, puis 2 heures de l'autre bord. Fait que c'est très parfait. J'ai des chums dans la région de Québec qui me disaient qu'ils n'étaient pas très contents de jouer contre toi l'été au hockey. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Je sais pas. Je pense que même si c'est l'été, des fois, je peux être très intense. Donc, je sais pas. Là, des fois, quand on joue des games, ça peut être... surtout, des fois, on joue pour gagner, comme il y a une petite ligue d'été. Donc, des fois, ça vient compétitif. Puis, moi, peu importe la partie, peu importe l'heure, d'habitude, je suis quand même très intense. Là. Ah oui? Moi aussi. Et justement, on aimerait vous montrer une photo. On a eu la chance de jouer ensemble. On est champion incontesté de la Bob Bissonnette, de tournoi qu'on a fait cet été. Puis, à quoi ça se compare là, dans tes souvenirs hockey? Est-ce que pour toi aussi, comme moi, c'est le trophée le plus important que tu as gagné dans ta carrière? Il est là. Il est dans les meilleurs, mais je pense qu'aussi, c'était surtout pour une bonne cause. Là. Écoute, je pense que moi, c'est la première fois que je faisais ça, puis je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je pense que ça a été une très belle fin de semaine. Rencontrer plein de bon monde, puis ça a été très le fun, puis on a gagné en plus, donc c'est toujours plus plaisant. Je veux savoir, dans ton entraînement comme ça, là, quelle place a la nutrition à travers tout ça? On sait à quel point ça a évolué au niveau des connaissances des entraîneurs physiques à travers la Ligue ou à travers le sport. Quelle importance ça a pour toi? Moi, je pense que la nutrition, c'est très important pour un athlète. Je pense que c'est peut-être un sujet qui est cliché où tout le monde dit on mange bien ou ci ou ça, mais je pense que tout le monde est fait différemment. On a tout un corps différent. Puis moi, c'est juste d'arriver puis de me sentir bien dans mon corps. Je pense que des fois, quand j'étais plus jeune un petit peu, j'aimais ça être plus fort physiquement puis un petit peu plus pesant. Mais je me suis rendu compte que là, la Ligue nationale puis le nouveau trend, je pense que c'est la vitesse. Puis il faut être vraiment, vraiment vite.
vite. Donc, je pense que là, de se garder un petit peu plus léger, un petit peu plus essayer d'être vraiment là, avoir l'explosion, des choses du genre, comparativement peut-être avant, là, c'était plus de la force, puis d'être pesant, puis d'avoir... anyway, tout le monde a une mentalité différente là-dessus, mais moi, je pense qu'on n'est jamais assez rapide dans le monde du hockey, donc je pense qu'il faut... Ça m'a aidé à être plus rapide, oui. Moi, j'avais une question pour toi, un petit peu plus de l'aspect mental. Tu es un gars qui a peut-être été sous-estimé dans ta carrière, parce que tu as toujours fallu que tu te prouves après, parce que peut-être tu n'avais pas le nom. Donc, à chaque année, tu t'as dit plutôt, chaque camp t'arrivais, tu te mettais des objectifs à court terme. Quel message tu aurais à dire à un jeune qui est dans une situation comme ça, où ce que des fois, tu regardes l'arbre, tu te dis, ben là, je me fais pas donner de chance, il faut que je travaille plus fort que tout le monde. On dirait quelqu'un qui va se faire rappeler une journée, soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, le mérite peut-être pas autant que moi. Qu'est-ce que tu aurais comme message à dire dans les moments un petit peu plus durs? Ben moi, mon message, ça serait plutôt simple de jamais lâcher. Puis moi, toutes les fois où peut-être des fois tu sens que tu as de l'injustice, ben moi, je voyais juste ça comme c'est de l'adversité. Puis plus que tu en as, moi, je me disais, à un moment donné, ça va tourner, je peux pas croire. Puis j'ai toujours été très, très positif dans la vie. Je suis un gars qui est vraiment très positif. Des fois, même si c'est peu rationnel, c'est pas grave. On a des solutions, puis on est positif. Donc, des fois, oui, le hockey, à la base, c'est une grosse business. Donc, des fois, il y a des décisions que, peut-être que oui, toi, pour toi-même, tu te rends compte que finalement, ça fait pas de sens, mais tu n'as aucun contrôle là-dessus. La seule affaire que tu peux contrôler, c'est toi sur la glace, puis qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est sûr que quand tu es un gars repêché, tu peux pas te comparer avec un choix avec des gros choix, des choses du genre. Donc, là, moi, je me suis fait bien encadrer quand j'étais en début dans mes premières saisons professionnelles. Donc, j'ai eu des bons coachs qui m'ont expliqué. Puis, sinon, moi, si tu ne l'as jamais fait dire, ben, des fois, c'est plus dur de mettre ton ego de côté. Puis, c'est pas toi, c'est la situation, des fois, qui fait en sorte. Mais je pense que le hockey, c'est un monde qui est très compliqué en dehors de la glace, plus que les gens pensent. Donc, je pense que juste contrôler qu'est-ce que tu peux contrôler, puis peu importe ce qui arrive, des fois, c'est pas de ta faute, mais il faut continuer de persévérer et le vent va tourner. Ça, c'est une attitude très positive. J'imagine c'est le genre de conseil que tu peux donner à un Alex à 19 ans qui rentre au niveau professionnel. Mais c'est quoi qui a eu de grandes influences sur toi? Ça a été qui les influences au niveau de ta carrière qui t'a amené à être capable de penser positivement comme ça et de passer à travers tous les hauts et les bas que tu as connus? J'avais un entraîneur, de fois, mon assistant entraîneur junior, Donald Dufresne. J'ai eu à 18, 19, 20 ans et aussi, il était assistant coach à Hamilton. Ma première année professionnelle, j'avais été rappelé quand le lockout avait terminé. Puis lui, il m'a vraiment beaucoup aidé. Là, tout l'aspect hors glace de comment se comporter, comment être professionnel, comment la game mentalement, de ne pas te déranger pour des choses hors de ton contrôle. Je pense que souvent, oui, on peut dire ça à beaucoup de monde, mais c'est aussi d'être capable de l'assimiler puis de faire confiance aux gens que ils font ça pour t'aider. Puis je pense que j'ai été capable d'être une éponge là-dessus. Fait que tout ce qu'il me disait, je le remarquais, puis j'essayais de vraiment être dans ma bulle, puis de contrôler ce que je peux contrôler. C'est vraiment cliché comme phrase, mais je pense que si tu fais, ben en vrai, toute ton énergie est mise à la bonne place, puis t'as pas de mauvaise énergie. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça qui m'en a donné. J'en passe plein, mais je pense que ça a été un des entraîneurs. Je pourrais en nommer d'autres, j'en passe, mais je pense que lui, je le remarque plus. Okay. J'ai une dernière petite question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alex Belzile pour le futur? De rester en santé. Et de jouer le plus longtemps possible, que mes jambes suivent et que ma tête aussi. Très général, j'aime ça. Alors, restez là après la pause. On fait nos paris de la semaine. Et aussi, n'oubliez pas, on va continuer un petit peu ça, qui est une section. On va faire un autre bloc avec Alex qui va passer. Il va être disponible seulement en balado. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, le show est en balado. Écoutez-le dans votre auto, n'importe où. Et on va avoir une prolongation avec Alex Belzile sur le balado. Cette émission est une présentation des Alouettes de Montréal qui vous rappelle que les billets pour le match éliminatoire 2019 sont présentement en vente. On a eu une très belle entrevue avec Alex, c'était le fun, mais là, on est dans la section des paris. On a chacun un point la semaine dernière. C'est encore très serré entre toi et moi. 4-4, et j'adore les photos. Un peu plus naturelles, des vraies photos, ça. Ouais. Il manque juste ta moustache. Ouais. En bonne direction. C'est Movember, hein? C'est Movember. Pas oublier, c'est pour ça que j'ai une moustache en passant. Si les gens à la maison se le demandaient. Là, je veux qu'on passe tout au pari avec le temps qui nous reste la semaine prochaine.
Encore une fois, on a choisi des matchs du Canadien selon l'horaire. Cette semaine, c'est Maxime qui avait le premier choix. Max, ton choix? J'ai choisi les Kings cette semaine. Le Canadien qui gagnera contre les Kings de Los Angeles samedi soir à Montréal. Et toi, Bruno? Mais moi, j'ai pris le Canadien contre les Bruins, le match du mardi. Parce que les Bruins, c'est 2 matchs en 2 soirs. Puis je vois le Canadien affamé saisir cette opportunité pour freiner les Bruins de Boston. Enfin. J'aime ça, j'aime ça. Deuxième question de la semaine. Est-ce que Poehling jouera les 3 matchs, passera la semaine complète avec le Canadien de Montréal, Bruno? Bien, c'est toi qui avais le premier choix, fait que tu as pris oui, et par défaut, j'ai dû avoir le non. Donc, je prends non. Non, tournez-la à Laval. Si tu avais pu choisir, est-ce que tu crois qu'il va être là? Bien, je pense que oui, parce que avec le temps de la blessure, ça dépend de la blessure à Kotkaniemi, mais moi, dans mon livre à moi, quand Kotkaniemi va revenir, Poehling va retourner, continuer son développement à Laval. C'est ma... Toi? Ben, tu vas rester au-delà de... J'ai aucune idée. Ça va dépendre de ses performances. Je crois vraiment qu'ils vont... Ils le mettent dans les bonnes situations. Je crois que sur une 3e ligne comme ça, ils vont donner la chance de bien faire. Normalement, s'il produit puis il fait bien et l'équipe gagne, pourquoi arriver seulement pour faire un point de remettre un gars qui revient? Okay. Tu fais qu'est-ce qui est pour le bon de l'équipe et le développement du jeune aussi. Ensuite de ça, on a choisi un match à travers la Ligue nationale dans la prochaine semaine. Un match qu'on est sûr de pouvoir gagner, de pouvoir mettre un vieux 2 là-dessus. T'as pris? J'ai pris les Bruins de Boston qui allaient gagner à Détroit vendredi soir. Donc, je crois, mais aux Bruins, ils jouent tellement bien de ce temps-ci. Ils vont avoir 3 jours de repos aussi. Et c'est dur à dire. C'est des fois quand tu fais juste mentionner ça, mais moi, c'est les Coyotes de l'Arizona qui ont un excellent début de saison. Et je les ai pris parce qu'ils sont à la maison contre le Wild du Minnesota. Et Darcy Kemper, qui est le 2e meilleur gardien pour ce qui est du pourcentage d'efficacité et de la moyenne depuis le début de la saison, connaît un excellent début de saison. Va jouer contre son ancienne équipe. Fait que je vois les Coyotes de l'Arizona l'ont remporté contre le Wild du Minnesota. Et là, vite, on va y aller avec les questions qu'on a reçues, des questions très intéressantes. On a Eric qui nous demande, c'est quoi le meilleur trio contre qui vous avez joué ou que vous avez vu en action dans la Ligue nationale? T'en as-tu un qui te vient en tête? Bien, j'aime utiliser des exemples personnels et j'ai pas le choix de dire Sidney Crosby, Chris Kunitz et Pascal Dupuis. Et j'en ai un autre aussi, c'est Claude Giroux avec Jagger et Hartnell. Des trios qui m'ont... C'est pas nécessairement les plus gros noms, certains Jagger, Giroux, oui, et Sid aussi, mais tu sais, t'as un Hartnell, t'as un Dupuis, t'as un Kunitz, donc des gars qui étaient très, très bons quand ensemble. Tu parles d'une belle cohésion. Moi, un trio contre qui j'ai dû jouer beaucoup, moi et Brendan Witt, on devait affronter le premier trio adverse et c'était le trio de Nylander, Straka et Jagger. Surtout les Islanders, dans le temps qu'ils jouaient avec les Rangers de New York. Et c'était la mentalité européenne. Eux autres tournaient souvent. C'était pas la structure normale nord-sud. C'était très étourdissant de jouer contre ces joueurs-là. Oui, ben, c'est exactement. Des gars qui n'ont pas une structure normale. C'est très difficile, un style européen. Là. Parfois, je pense... Et surtout, Jagger, tu le sais, la façon qu'il protégeait la rondelle. Quand tu te retrouves contre lui dans le coin, il aimait ça, sortir les fesses. Et avec son long bâton, tu te sentais à 20 pieds de la rondelle. Puis il essayait de protéger la rondelle. Fait que ça ramène pas des bons souvenirs d'avoir... souvent, c'était la lumière rouge qui scintillait quand ces 3 joueurs-là embarquaient sur la glace. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. N'oubliez pas, cette semaine, on a un petit extra avec Alex Belzile qui a été tellement généreux avec son temps. Il nous a donné un 10 minutes d'extra sur le balado. Et soyez là tout au long de la semaine.